Alors, je voudrais déjà remercier le comité scientifique, parce que moi, je suis très honoré d'être là. J'ai l'habitude d'être plutôt assis en face. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire, comment j'ai commencé en fait à poser mes premiers implants parce qu'on pouvait faire des guides, et pourquoi j'ai changé ma façon de faire les guides, et même pourquoi j'ai changé la façon de réfléchir à quoi me servait un guide en fait. Pardon. Ouais. On y arrive. Ça va être mieux comme ça. En fait, au tout départ, donc moi, j'habite à Lodève, au pied du Larzac. Il faut savoir qu'au pied du Larzac, faire du numérique, la fibre, nous, on est plutôt habitué à la laine, et pas trop vraiment à la fibre optique. Donc en fait, pendant longtemps, c'était un gros problème. Il faut savoir qu'il y a encore 3-4 ans, quand je transmettais une empreinte numérique à mon prothésiste, ça pouvait me prendre encore 45 minutes, parce que je n'avais pas la fibre. Donc c'est un des premiers obstacles. Quand j'en ai discuté... Ouais. Quand j'en ai discuté avec Patrick, il m'a demandé de donner toutes les difficultés, toutes les erreurs que j'avais pu rencontrer, et que j'avais pu faire. Et donc ça, c'est l'une des premières. Après, aussi parce que j'avais la volonté de pouvoir contrôler toute ma prothèse et l'ensemble, et comprendre mes prothèses rapidement. Toujours, vous verrez que je discute beaucoup avec mes prothésistes, mais j'ai voulu aussi comprendre. Et donc j'ai utilisé le système CEREC pour faire moi-même mes prothèses et pour comprendre que de temps en temps, mes préparations, c'est pour ça que mon prothésiste ne réalisait pas les prothèses que je voulais, c'est parce que mes préparations ne lui permettaient pas en fait. Et on va retrouver la même chose sur les implants. Et puis, tout doucement, on a dit avec le CEREC, tu vas pouvoir faire des guides, tu vas pouvoir usiner des guides facilement. Et ça m'a plu, je me suis dit, oh, c'est génial, je vais pouvoir faire moi-même exactement et suivre toute la chaîne que je veux. Alors, je ne vous raconterai pas les débuts des guides avec le CEREC, parce que c'était tout sauf vraiment de la précision par rapport à tout ce que les conférenciers depuis ce matin ont dit. On était vraiment... on usinait une toute petite pièce qui venait se fixer en dentoportée sur dedans, donc c'était déjà seulement de l'unitaire, et puis derrière on mettait de la résine autopolymérisable, enfin bref, ça on a oublié. Et puis après on a pu vraiment usiner des guides. Vous allez voir que maintenant, je n'usine plus jamais de guides comme ça, qui sont fermés avec juste des fenêtres, parce que je trouve qu'on ne voit pas du tout notre champ opératoire, donc c'est l'un des autres gros problèmes de guides pour moi comme ça. Vous avez entendu ce matin, pour moi, c'est pareil, quand je peux, en chirurgie, j'essaye toujours de garder des dents. Si vous avez des correspondances, dites-leur surtout de ne pas faire les extractions. Attendez de voir les patients pour pouvoir, derrière, vous choisir d'extraire ou non les dents, pour pouvoir faire du dentoporté, parce que, vous l'avez entendu ce matin, c'est le plus précis. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment le plus précis. Et donc, le tout, c'est qu'on essaye toujours d'avoir ces guides. Et alors, depuis que je fais des guides et que j'en parle, on me dit souvent, et c'est tous les obstacles, on me dit, oh, mais non, mais de toute façon, le guide, je ne vais pas en faire parce que c'est trop compliqué, parce que c'est de toute façon, le guide, le temps que tu fasses ton guide et que tu fasses sa planification, moi, j'ai déjà posé l'implant, c'est fini, le patient, il est reparti. Oui, c'est vrai, mais moi, avec un guide, si le patient il me demande de le mettre 100 fois à la même place, 100 fois il sera à la même place. Même si la veille, j'ai pas bien dormi, ça sera toujours la même chose. Ma main, elle sera toujours aussi précise. Parce que je suis guidé à partir du moment où je le fais. Et ça, déjà, c'est une plus. Et puis, à l'heure actuelle, je ne sais pas, moi, je ne pourrais pas planifier. Tous ont fait une planification. Une fois qu'on a fait une planification, le guide, il est fini. Vous n'avez plus rien à faire. Il y a juste des protocoles à faire. Il faut savoir en parler avec votre prothésiste, savoir lui dire comment vous voulez exactement vos guides. Et ça, on va voir après que c'est parfois du temps à passer. Et puis avec votre équipe soignante, avec vos assistantes, moi, les assistantes font beaucoup du travail en amont. Et par rapport à tout ce qu'on vous dit, on vous dit de temps en temps, ouais, c'est facile une planification et de faire un guide et de mettre un implant, de planifier, c'est 5 minutes entre deux patients. Ça, je ne sais pas qui le fait, mais moi, j'y arrive pas. Déjà de recueillir le Incon Beam, un STL, de les matcher, de vérifier le matching, de mettre l'implant. Enfin, 5 minutes entre le patient, ça n'existe pas. Donc, il faut avoir autour de vous un protocole et avoir quelqu'un qui va vous aider. Je vais trop vite, il y a d'autres. Il faut quelqu'un qui vous aide dans ces démarches pour réellement mettre 5 minutes. Maintenant, je mets réellement 5 minutes à poser mes implants parce que je suis aidé en amont. Et il faut être sûr de son équipe. La précision, on a vu ce matin, on essaye toujours d'être le plus précis et j'en ai entendu, on me dit, ah, mais moi avec un guide, alors finalement, il y avait une crête qui était un petit peu trop, c'était un peu trop dur, l'eau c'était trop dense et finalement ça a ripé, et malgré tout je suis passé. On va voir que normalement ça ne peut pas arriver et c'est pas grave. Un guide, dentoporté, encore plus, c'est facile de l'enlever. On a le droit de l'enlever, c'est pas parce qu'on l'a mis en place qu'on n'a pas le droit de le retirer. Et il faut le regarder. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer, d'après moi, par commencer à poser des implants en guidé. Il faut d'abord savoir et apprendre
à placer ces implants, à vouloir bien les placer, non en non guidé, à main libre. Le coût, je crois que Patrick, tu posais tout à l'heure la question sur le coût. En effet, c'est un coût supplémentaire. Mais, je reviens encore, tous dans la salle, je suis sûr que vous faites des planifications. Est-ce que vous mettez une ligne dans vos devis pour le patient, planification implantaire? Vous avez fait votre projet. En fait, le guide, ça permet de matérialiser la planification. Alors oui, il faut le faire payer au patient, et en plus, il le voit. Et vous lui dites, mais on va pouvoir mettre un guide parce qu'on a, avant, étudié le projet, on sait où on va mettre l'implant. Donc pour moi, ce n'est pas un vrai problème. Et puis après, de dire que si vous avez donc, des reconstructions plurales, vous faites de la planification plurale, de dire j'ai pas pu faire autrement parce que j'avais mis mon guide et puis il fallait que je mette les implants, je devais les mettre là. Ouais, même parfois, c'est vrai, on a même la provisoire qui est prévue en amont, vous allez voir que je le fais, et si on ne met pas l'implant là où c'est prévu, la provisoire, elle ne rentrera jamais. Enfin, là où les provisoires, si c'est en plural, c'est pire. Donc l'important, ce que je veux dire, c'est que le plus important, vous allez voir sur la suite, c'est la synergie qui existe avec le laboratoire. Le plus important, c'est la communication avec notre équipe et avec le laboratoire. C'est d'avoir, parfois, moi je suis très content, ça me permet de décharger le stress des interventions. Quand on a 3 têtes, alors le prothésiste et son équipe, nous au cabinet, plus l'assistante, et en plus, en chirurgie, j'ai 4 mains, 2 têtes. Parce que l'assistante, elle connaît la chirurgie depuis le départ, et elle nous aide là à guider. C'est vraiment... Moi maintenant, j'ai beaucoup plus de satisfaction, enfin, autant de satisfaction à réussir mon projet clinique, technique, mais surtout qu'on est géré avec l'équipe et qu'on soit contents tous de toute la chirurgie. Même s'il y a des problèmes intervenants, on a su répondre avant et pendant la chirurgie. Bon, on a vu ce matin que l'essentiel, c'est la planification implantaire, et donc je commence à répondre à une question. Le guide, est-ce qu'il sert vraiment à positionner l'implant dans le volume osseux? Non, parce qu'on le fasse à main levée ou bien avec un guide, ce qu'on essaye tous de faire, c'est de le mettre là où il y a du volume osseux. On regarde les structures anatomiques autour qu'il faut préserver. Et le plus important, en fait, c'est pour la prothèse. Le plus important, le guide, c'est pour la prothèse. Et on va voir que ce qui est encore le plus important, c'est de gérer les fameux profils d'émergence. J'étais content tout à l'heure de voir que je n'étais pas tout seul à penser que je roulais dans un sens, c'est que en fait, avec toutes les conférences ce matin, on a l'impression qu'on roule tous dans le même sens. Donc c'est bien, ça rassure un petit peu. Parce que parfois, on se sent un peu seul quand on nous dit que les guides, ça sert à rien. Donc, bien sûr, voilà, des problèmes, parce que parfois j'ai des confrères qui m'envoient et qui me disent « je comprends pas, mon guide n'est pas bon ». Ben, voilà, c'est des problèmes. Si vous avez un patient qui bouge, là, moi c'était une de mes patientes, et en fait elle a un problème de maladie héréditaire et elle ne peut pas rester stable dans le CBCT. Et on a fait le CBCT la première fois, et je dis « ah non, ça n'a pas fonctionné ». Parce que forcément, quand vous avez un cone-beam comme ça, vous pouvez être sûr qu'il faut tout de suite arrêter d'essayer de faire une planification. Même chose pour une empreinte optique. Si vous ne faites pas une empreinte optique juste et précise, mais on en parlait tout à l'heure, c'est pas la peine. Arrêtez tout de suite. Ne faites pas de planification. Vous ne pourrez pas matcher les deux. Faites-le en clinique, à main levée. Dans ces cas-là, ça sera toujours le mieux. Parce qu'en fait, les empreintes optiques, mais on va parler, c'est très important. Vous devez savoir quel scanner vous avez, quelle caméra vous avez pour l'empreinte optique, et quel chemin de scannage vous devez faire, en fonction des dents qui vont rester aussi. Parce que les chemins de scannage vont être différents si vous avez des dents ou non. Il faut que j'accélère parce qu'il y a des choses plus intéressantes après. Donc, là-dessus, il y a de la bibliographie sur la précision des chemins de scannage. Mais ce qu'on veut, nous, c'est être efficient, et donc, avec une empreinte qui soit la plus facilement possible réalisable, puisqu'il faut pouvoir la reproduire régulièrement, il faut être précis et juste régulièrement. Et après, vous pouvez, déjà, on a le cone-beam, vous pouvez avoir une erreur, l'empreinte optique, et vous pouvez faire une erreur aussi sur le matching. Alors maintenant, avec l'IA, la plupart des matchings sont automatiques, mais c'est pas parce que c'est automatique qu'il ne faut pas vérifier. Parce que quand c'est automatique, en général, s'il manque des étapes, c'est là que vous allez vous planter le plus. Donc en fait, le matching, c'est très important. Sinon, vous faites une erreur. Après, vous pouvez planifier, même en ayant tous les contacts, vous pouvez dire, bah tiens, je vais me rapprocher du nerf au maximum, parce que j'ai besoin de plus de volume osseux, parce que c'est mieux pour moi pour la position de ma prothèse. Alors, il faut faire attention, parce qu'il faut quand même... Ça reste de toute façon de la chirurgie, et on l'aurait fait à main levée, c'est la même chose ici. Après, on en a parlé ce matin, je vais aller vite, parce qu'il y a des choses après qui arrivent. Bien sûr, il faut que votre guide soit stable. En dentoportée, quand vous le mettez, vous devez vraiment avoir un clic, vous devez vraiment pouvoir voir tous les appuis sur toutes les dents.
Il faut faire attention si votre guide est usiné ou imprimé, qu'il n'y ait pas de déformation sur le guide, parce que comme on en parlait ce matin sur la première conférence, si l'impression est mauvaise, forcément, vous aurez un décalage dans toute votre chirurgie derrière. C'est juste un exemple pour montrer que sur un patient qui était édenté en postérieur, un guide... Alors, je vais essayer de mettre le son. J'avais pas entendu le clac. Ça, le guide, là, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous levez les mains, vous pouvez chanter. Le guide, il est en place, il ne bougera plus. Et là, on a même un secteur postérieur édenté. Ça ne nous empêche pas, avec le SL, de faire un appui muqueux. Mais comme on est dento porté devant, bien clipsé, l'appui muqueux, il est forcément stable aussi. Après, pour avoir fait de la chirurgie guidée, au départ, je faisais du guide, juste du forêt pilote. Maintenant, j'en fais plus jamais, parce qu'à partir du moment où je suis capable d'aller jusqu'au bout, je suis aussi, de toute façon, capable de faire un forêt pilote et de m'arrêter si je veux. Mais il faut avoir une trousse de chirurgie guidée, adaptée à la chirurgie guidée. Il ne faut pas faire avec juste un forêt pilote d'une trousse classique. Et il faut avoir un logiciel de planification adapté. Je m'appelle aux fabricants, il y en a très peu qui ont un logiciel adapté à une trousse de chirurgie guidée. Je ne sais pas s'il faut, c'est l'œuf ou la poule, mais il faut réfléchir l'un par rapport à l'autre de toute façon. Ça me paraît essentiel. Et il n'y en a pas tant que ça qui ont réfléchi à des trousses adaptées au logiciel ou des logiciels adaptés aux trousses. Moi, j'utilise souvent celle de Biohorizon Camlog. On arrive à avoir, vous allez voir pourquoi, des forêts qui sont adaptées aux différents travaux que l'on veut faire. Et puis, je fais, avec un logiciel de planification, je fais de plus en plus d'extraction, implantation immédiate. Si vous voulez faire de la chirurgie guidée, si votre guide est bon, parce que sinon vous vous êtes arrêté, on est d'accord. Si votre guide est bon, si vous l'avez mis en place, s'il est stable, après, si au départ, cette partie non travaillante du forêt, la moitié de cette partie travaillante ne rentre pas dans la douille, vous n'êtes plus en chirurgie guidée. J'ai vu beaucoup de confrères en allant les aider, qui commencent à passer le premier forêt, et vous voyez des copeaux de métal qui commencent à partir autour. Stop! C'est plus guidé, c'est fini. Et après, il y a des patients qui disent « Ah oui, mais il n'y a pas de stabilité primaire. » Bah oui, il n'y a pas de stabilité primaire, parce que vous avez complètement ovalisé le départ. C'est vraiment très important, ces forêts. Et donc, il faut aussi parfois, pour avoir un bon axe, il faut avoir un prolongateur. Et vous avez la même chose donc pour les forêts pilotes, parce que je passe toujours des forêts pilotes malgré la chirurgie guidée. Dans les premiers forêts pilotes, c'est important que dans les trousses, il y ait des forêts pilotes, les premiers, c'est 4-5 mm de hauteur, parce que justement, il faut pouvoir descendre cette moitié du flux non travaillant dans la douille. Sinon, on n'est plus en chirurgie guidée. Je les ai fait, les erreurs, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est que ça m'est arrivé, j'ai réfléchi à savoir comment faire pour les éviter. Et donc toujours la possibilité d'utiliser des prolongateurs pour l'axe, parce que très souvent, on est bien en hauteur, mais en fonction de la situation dans la bouche, on n'a pas le bon axe. Et dans ces cas-là, je fais souvent la blague avec mes assistantes, parfois je suis même gaucher. Ça ne me dérange pas, une fois que j'ai eu mon guide, que mon guide est stable, ça ne me dérange pas, pourtant je suis droitier, mais ça ne me dérange pas de prendre ma main gauche. Si c'est plus ergonomique pour moi, pour mon assistante, parce qu'on voit mieux, on peut le faire sans problème. Je n'irai pas jusqu'à mettre les pieds, mais à la main gauche, c'est possible. Alors finalement, si le guide ne me sert pas à mettre dans l'os, à quoi il va me servir? Donc en fait, c'est ce que sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé maintenant, c'est que maintenant, alors ça c'était avant, on va passer rapidement, quand je ne pouvais pas tout planifier avant, je posais mon implant avec le guide, derrière on faisait une empreinte avec le CEREC, mais ça je ne veux plus le faire parce que derrière, le patient qui attend 45 minutes, 1 heure, vous avez fini la chirurgie, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il parte, l'anesthésie s'en va, il commence à dire « Ah, ça fait un peu mal, je me réveille », ça réveille, vous voulez que ça se passe chez lui ça. Donc oui, je veux plus le voir ça, moi je veux plus qu'il me le dise. Donc ça maintenant je ne le fais plus, je prévois tout avant, vous allez voir sur la suite. Mais ça c'est juste pour vous montrer que les profils d'émergence, gérer la cicatrisation des tissus, on met une vis de cicatrisation tissulaire, ça c'est le jour à J0, et ça à 13 jours, on a des papilles qui se sont reconstituées. La vis de cicatrisation tissulaire, là c'est juste pour gérer le profil d'émergence. Et il n'y a pas eu de greffe, il n'y a eu rien du tout. Et donc je vous disais tout à l'heure, le plus important c'est la communication. En effet, sans cette communication, sans une stratégie de départ, sans une planification, pour moi, on ne peut pas arriver au résultat que l'on veut.
Et c'est pour ça qu'avec le prothésiste, on passe du temps à savoir, à établir le protocole. Au départ, beaucoup, il faut savoir avec eux, et il faut pouvoir le gérer. On a des outils numériques maintenant, on a vu ce matin, on peut leur donner absolument... Ils peuvent avoir un patient virtuel avec eux au moment où on réalise. Mais par contre, la stratégie, il faut qu'elle soit réfléchie à deux. Ce que disait Mélène tout à l'heure, il faut de l'humain. Il faut pouvoir réfléchir. Et surtout, les prothésistes, invitez-les à faire une chirurgie chez vous, pour qu'ils comprennent pourquoi vous leur demandez certaines choses. Sinon, ils ne comprennent pas. Eux, dans le labo, c'est facile, avec un patient numérique, vous arrivez toujours à mettre un tournevis, vous arrivez toujours à mettre un contre-angle pour passer un forêt, ça fonctionne à tous les coups. Mais non, nous, on a des contraintes. Donc, pour le labo, vous pouvez leur donner absolument tous les systèmes. Et on essaye d'utiliser, même si, donc, moi, au Pied de Larzac, j'ai pas toujours le débit que je veux, on essaye d'utiliser le maximum d'outils numériques. Et donc, non, je reviens. Oui, de plus en plus, ce que je veux, c'est optimiser les profils d'émergence avant. On réfléchit tous nos profils d'émergence avant. Et en fait, que ce soit en extraction, implantation immédiate ou sur des crêtes cicatrisées, ce que je recherche avec le prothésiste, c'est de pouvoir avoir une vis de cicatrisation personnalisée ou une provisoire qui permet de gérer le profil d'émergence. Parce que je vous ai fait juste un petit schéma avec une vis. Vous allez voir, j'ai pris un cone beam, une coupe, et avec les vis circulaires de cicatrisation que nous donnent les fabricants. Alors vous essayez sur une incisive centrale, sur une latérale, sur une canine, sur une prémolaire, sur une molaire, il n'y en a pas une qui correspond à un profil d'émergence d'une dent, pas une seule. Pour moi, ce protocole, il faut vraiment le gérer. Et il faut savoir qu'en extraction, implantation immédiate, tout ce qu'on ne va pas perdre, on n'a pas besoin de le réparer. Donc tout ce qu'on maintient, tout ce qu'on soutient, on n'aura pas besoin d'ajouter pour le réparer. Ça, c'est juste un petit truc, parce que c'est ce qui m'arrivait avec le cercle, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce qui arrive au laboratoire. Quand on ne prévoit pas, on se retrouve parfois avec des implants, à gérer des profils d'émergence comme ça, et vous voyez que techniquement, c'est pas possible. Parce qu'il nous manque du volume de matériaux. Que vous fassiez de la zircone, que vous fassiez du disilicate de lithium, de toute façon, il vous manquera de l'épaisseur. Et vous aurez une proposition. Alors vous allez pouvoir faire quelque chose, vous allez pouvoir pousser un peu sur les tissus. Le jour où vous mettrez la couronne, le patient il lâchera une petite larme au moment où vous allez visser. Mais, parce qu'en plus, de passer avec une planification et toujours en guidé, je n'utilise pratiquement plus jamais, sauf quand l'anatomie osseuse me l'impose, mais de piliers angulés. J'utilise toujours des piliers droits, des T-bases, et je suis toujours en transvissé, même en antérieur. Parce qu'on a une stratégie et on prévoit avant. Je vous fais donc rapidement 2 petites chirurgies pour vous montrer ce que l'on fait maintenant. Ça, il faut savoir que, avant de commencer, mon patient, il vient, on fait un cone beam, on fait une empreinte optique, on fait des photos, donc tout ce que vous avez vu, et je peux transmettre à mon prothésiste, je vais essayer le pointeur, une empreinte avec un STL, avec mon implant, avec mon scan body. Je n'ai pas encore fait l'extraction de la dent du patient. Le patient, je ne l'ai pas encore touché. On peut lui transmettre cette empreinte avec notre transfert d'empreinte avec notre scan body avant même d'avoir réalisé la chirurgie, avant même d'avoir extrait la dent. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez planifié, que vous avez prévu la provisoire avec votre prothésiste, vous commencez la chirurgie comme ça. Vous avez le guide, vous avez la provisoire, et il n'y a plus qu'à enchaîner. Vous faites l'extraction. Alors l'extraction, on essaye d'être le plus atraumatique possible. Moi j'aime bien dire, les assistantes, elles le savent. Je fais les extractions, j'essaye avec des pressions de les faire toujours à la précelle. Et puis, après, on pose un plan. Alors, vous allez voir que parfois il y a quand même des ratés. Donc ça c'est le guide, ok. Vous allez voir avec le système Canologue, on est en 3 indexations. Et 3 indexations, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on a une indexation quand on pose l'implant. Vous voyez sur le porte-implant avec le point de repère, vous allez voir sur la diapositive, ça on sait comment on pose un implant, c'est pas grave. Voilà, vous voyez les 2 repères quand vous finissez. Vous êtes sûr, les 2 repères, hop, ici sur le porte-implant, ici sur la douille qui est sur le guide, et on a enfoui. Et là, on est indexé. On est indexé sur la position de l'implant. Mais nous, en plus, on va faire plus difficile parce qu'on a aussi un T-base. Donc le T-base, il va falloir qu'il vienne en bonne position. Et on a aussi l'indexation du T-base par rapport à la couronne qui est collée sur le T-base. Et ce qui est, parce que les premières fois, moi, j'y croyais pas. Ce qui est fantastique, c'est qu'à la fin, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, mais quand on donne toutes les informations au prothésiste, il ne faut pas en oublier. Ce jour-là, on avait oublié de donner la teinte au prothésiste. Bon. On était tellement contents de réaliser tout l'ensemble en chirurgie guidée et d'avoir la prothèse antérieure comme ça, qu'on avait oublié de donner la teinte. Donc là, sur la teinte, parfois, il faut pas se manquer. Mais, comme ça fonctionne à tous les coups,
peux vous montrer que ça fonctionne vraiment. On a recommencé, on recommence, et on le fait maintenant pour toutes les chirurgies. Là, c'est le cas d'un jeune patient qui a fait du sport dans sa ville d'étudiant. Donc moi, je connais toute la famille. Fracture de la 21, il vient me voir. On fait un cone beam, une empreinte optique, des photos, et c'est tout. Et à partir de là, on lui donne rendez-vous la semaine suivante. On fait avec le prothésiste tout le même protocole de planification. On va un peu plus loin. Du STL, du cone beam, du DICOM, on sort un STL pour avoir en plus vraiment le début de la racine de la dent, le premier tiers de la dent. Et on va faire une provisoire qui soit complètement la dent de départ naturel. La dent était bien fracturée, heureusement. On ne s'est pas trompé sur le cone beam. Il n'y avait pas d'artefact. Et on commence la même chose. La chirurgie, c'est la même chose. J'ai déjà ma provisoire. Ça veut dire que le patient, on fait la chirurgie. La chirurgie va très vite parce qu'on est guidé une fois. Le plus long, c'est l'extraction. Pour être atraumatique au moment de l'extraction. Et après, on enchaîne. On passe les forêts. Et ça va très 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 vite. Et à la fin, le jour J, on a... Vous voyez qu'ici, on maintient tout de suite les tissus. Les photos ici, elles ne sont pas terribles parce que le patient était reparti dans sa ville d'études. Moi, je suis près de Montpellier, donc il était à Toulouse. Et donc, c'est envoyé de son téléphone portable. Mais à 15 jours, on a l'impression qu'on n'a pas intervenu. On maintient les tissus. Tout ce qu'on maintient, on n'a pas besoin de le réparer. Ça, c'est... Vous vous souvenez du guide tout à l'heure? C'est pour vous montrer que des papilles, on arrive à les reconstruire juste sur une crête édentée avec la pression des tissus, la façon de gérer le profil d'émergence, sans faire aucune greffe. Et ça, c'est pareil, c'est à 15 jours. Et on recrée des papilles. Donc en fait, la plupart du temps, j'essaye de faire tous ces protocoles, tous ces protocoles pour avoir des profils d'émergence. Et je voudrais avoir toujours ces profils d'émergence. Je ne les ai pas toujours, je vous rassure, hein, ça ne marche pas tous les jours à 100%. Mais par contre, juste, je vous donne une idée, c'est que, en fait, on peut le faire en plural, comme le montrait Méline, on peut prévoir la hauteur des multi-unités, mais on peut prévoir donc des cicatrisations tissulaires guidées, en effet, en levant des lambeaux et en préparant, on arrive à gagner de la gencive attachée. Et je vous redonne juste, puisque je finis, c'est cette dernière ici. Quand on fait une planification, quand on a un wax-up fait par le prothésiste, qui est indexé, on a posé l'implant, on a notre scan body, tout ça c'est virtuel, on est d'accord. Le prothésiste nous fait donc une dent idéale, avec un profil d'émergence idéal. Ça cicatrise, et on a toujours le scan body, ça veut dire que notre provisoire sur l'unitaire, elle est indexée. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de commander de scan body physique. Voilà, j'arrête là. Merci.